Nos destins sont liés. On est là, on bougera pas de là maintenant qu'on y est. Y'a que quand je suis premier que je reste à ma place. Et y'a que quand je suis premier que je reste à ma place. Bienvenue pour ce nouveau numéro d'Enquête de région ici à Paris, devant le Palais de l'Élysée, l'un des symboles de notre République. Le locataire depuis un an s'appelle Emmanuel Macron. Le 7 mai 2017, à 39 ans, il est élu président de la République, le plus jeune de l'histoire de France, en bouleversant considérablement l'échiquier politique et en promettant de transformer les pratiques politiques. Aujourd'hui, un an après, où en sommes-nous? Qu'en pensent ceux qui ont choisi il y a un an de le soutenir, mais aussi ses principaux opposants? La vie politique et celle des Français ont-elles véritablement commencé à changer? Il était le premier parlementaire de droite à rejoindre Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. Comment, à 40 ans, Jean-Baptiste Lemoyne a-t-il atterri au Quai d'Orsay en tant que secrétaire d'État? Quelles sont ses missions? Regrette-t-il ses choix? Je kiffe, c'est très intéressant. Annie Genevard, députée LR du Doubs, et Martial Bourquin, sénateur PS du Doubs, jugent très sévèrement cette première année d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Selon eux, il est beaucoup trop autoritaire et très anti-parlementaire. Faire une loi, ça demande de la réflexion, de la discussion, du débat. Il n'aime pas la discussion. Un an après l'arrivée du nouveau gouvernement, comment voit-on l'avenir dans deux petites villes de Franche-Comté, Luxeuil-les-Bains et Lure? En créant de l'activité économique ou en se mobilisant pour les services publics, certains refusent de se laisser gagner par le blues de la France dite périphérique. Je suis entouré de nombreuses entreprises sous-traitantes qui me permettent de me dépanner en mécanique, en électricité, et ce sont des gens très compétents. Dans la nouvelle Assemblée élue l'année dernière, 424 députés le devenaient pour la première fois. C'est le cas du député de la première circonscription de Saône-et-Loire, Benjamin Dirks. Comme les autres membres de son parti, il voulait changer la pratique politique. Alors 11 mois plus tard, qu'en est-il? J'ai toujours, je dirais, quelque part la foi. En fait, je crois vraiment en ce qu'on fait, je crois en notre projet. Macron, un an après, c'est tout de suite dans Enquête de région. Pour débuter cette émission, on va suivre un bourguignon au Quai d'Orsay. Le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères est encore un inconnu du grand public. Pourtant, le jeune sénateur de Lyon, Jean-Baptiste Lemoyne, a été le premier parlementaire de droite à soutenir Emmanuel Macron pendant la campagne à l'élection présidentielle. Alors comment a-t-il atterri au Quai d'Orsay? Ce pari risqué à l'époque, qui s'avère désormais gagnant, lui réussit-il toujours? C'est ce que nous allons voir, nous l'avons suivi. Bonjour, ça va bien? Ça y est, temps. Vous allez bien? Bon. Monsieur le directeur, et on s'était vu à New York. Monsieur le Président. Depuis 10 mois, c'est l'une des voix de droite du gouvernement. On a un débat au Parlement qui tombe là le 4 avril, c'est-à-dire en plein milieu du séjour prévisionnel. Et je dois représenter le gouvernement pour répondre aux parlementaires. Un bourguignon sous les ors de la République. Il ne faut pas s'arrêter à ça. On est là pour travailler. On n'est pas là pour juste rester avec des étoiles dans les yeux. Des paillettes qui tranchent avec la lourdeur des dossiers. Le président de la République, sur le champ international, déploie une énergie considérable. Et puis avec Jean-Yves Le Drian, il nous appartient de mettre en musique tout cela. Je suis souvent un peu en précurseur aussi pour préparer en amont un certain nombre de rendez-vous. Quel est le secret de cette valeur montante de la génération Macron? Sachez qu'il fait une promotion absolue des terroirs de Bourgogne, de nos climats, etc. Et puis il fait un très bon boulot, il est très respecté. On le voit quand on se rend à l'étranger et on sent tout de suite, quand on arrive, que ses homologues apprécient l'homme. Nous avons passé 3 jours aux côtés de Jean-Baptiste Lemoyne. 3 jours pour comprendre celui qui est devenu le numéro 2 du Quai d'Orsay. Bon, voilà. L'endroit où l'on travaille, où l'on reçoit des délégations. On a toujours naturellement les drapeaux. Lorsqu'une délégation étrangère vient, on met le drapeau de son pays également. Vous reconnaissez sûrement la Marianne de Lyon à l'effigie de Christelle Loury.
C'est le genre sentimental, Jean-Baptiste Lemoyne. Le genre à conserver les souvenirs de sa région dans son bureau parisien. De la Saint-Vincent. Et puis il y a un élément qui me suit toujours, que j'avais au Sénat, une pièce d'échec. Cela m'avait été remis par des élèves du pôle formation d'Auxerre, de la maison de l'entreprise. Je m'y suis attaché et c'est toujours sur le bureau à proximité. Chez lui, on ne voit d'abord que le visage poupon, les sourires de gentils garçons. Le vol pour Erevan jeudi, c'est du 11h ou du 14h? Le décollage de Paris, c'est 13h45. À 13h45, d'accord. Non, mais c'était pour voir si je pouvais caler quelque chose. Mais son entourage est unanime. Jean-Baptiste Lemoyne est un bourreau de travail qui ne s'arrête jamais. Le 11 avril, en effet, moi je l'ai à l'agenda du ministre, mais c'est pas confirmé. Je ne sais pas s'il a une méthode. Je sais qu'il fait beaucoup de choses, il veut faire beaucoup de choses et que c'est en perpétuel mouvement. Bien plus que le précédent. Beaucoup plus que le précédent. Alors vous savez que cette map monde a une particularité, c'est qu'on y voit Latché, la résidence de François Mitterrand à l'époque, mais on y voit aussi Vézelay. Et donc Lyon et la Bourgogne sont là. Monsieur le ministre, aujourd'hui c'est la concrétisation, ou demain sans doute, d'une volonté que le chef de l'État avait annoncée il y a un an déjà pour Villers-Cotterêts. Tout à fait, le 17 mars. À 40 ans, le voilà en première ligne sur les questions de commerce extérieur, tourisme et francophonie. On est au cœur de ce qui touche le quotidien des Français, la scolarisation par exemple des Français établis hors de France. On est également au cœur de leur quotidien à travers les métiers artisanaux. On fait la promotion de la gastronomie française. Donc tout ça, ce sont les hôtels, les restaurants qui font vivre nos territoires ruraux. Il y a du pain sur la planche, mais quel formidable espoir et quelle formidable espérance. Alors on se retrousse les manches et on y va ensemble. Un poste qui oblige ce père de 2 enfants à faire des sacrifices. On se console avec la technologie, avec les WhatsApp et autres FaceTime qui permettent de garder le contact avec les enfants. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on m'appelle papa téléphone, je me rends compte que malheureusement, ça induit des sacrifices familiaux. Jean-Baptiste Lemoyne est le premier élu de droite à avoir allié Emmanuel Macron. Aujourd'hui, il ce sacrifice, il le fait il y a un an. Alors que le bateau Les Républicains tangue en pleine affaire Fillon, Jean-Baptiste Lemoyne claque la porte de son parti et part soutenir le futur président. Le 2 mars, Emmanuel Macron présente son projet présidentiel. Moi, je me souviens, je suis dans mon bureau au Sénat et je regarde ça à la télé. Et là, je me dis, il m'enlève les mots de la bouche. Si tu es honnête avec toi-même, sa démarche, elle est intéressante et elle peut être soutenue. Un pari réussi. Le 21 juin 2017, Jean-Baptiste Lemoyne intègre le 2e gouvernement d'Édouard Philippe. Sa mission ? Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Je savais que la décision que je prenais d'apporter mon soutien à Emmanuel Macron me vaudrait énormément de remarques, de critiques, voire d'insultes. Mais quand on est bien dans sa tête, ça, vous savez, ça ne vous atteint pas. Donc, vous laissez, les chiens aboient, la caravane passe. Salut camarade. Paria à droite. Très bien, quel honneur d'être convié dans le sein des saints. Sauf erreur, t'es chez toi, non? Bien sûr, je te confirme. Le ministre tisse sa toile chez les marcheurs. Bonjour. Des marcheurs séduits par son audace et son sens politique. Moi, de l'image que j'ai de Jean-Baptiste, c'est d'abord celui du courage et de ses convictions. Il a sans doute fait le constat avant d'autres que les clivages gauche-droite étaient quelque chose qui s'amenuisait et qu'il fallait sans doute sortir de ce clivage un peu artificiel et suivre ses convictions. Mais non, mais c'est plaisir. Attends, je sais que depuis le début du mandat, ça crée beaucoup d'énergie. Jean-Baptiste Lemoyne se rêverait-il en nouveau chouchou des marcheurs ? Dans Lyon, Marie-Louise Faure et André Villiers l'ont côtoyé pendant 20 ans dans les rangs de la droite. Pour eux, Jean-Baptiste Lemoyne est avant tout un bon stratège.
Je pense qu'il fait partie de ces jeunes qui cherchent à trouver une voie meilleure pour remettre sur les rails le pays. Donc je lui pardonne d'avoir rejoint, d'autant plus qu'il fait une belle carrière et qu'il est normal à son âge qu'on ait envie de faire un bon parcours. Alors, il y a parfois des positionnements qui surprennent. Le fait que Jean-Baptiste Lemoyne ait fait ses armes auprès de Jean-François Copé, donc quelqu'un qui appartenait à cette droite quand même très affirmée, dont il s'est affranchi. Il est passé auprès de François Fillon, puis ensuite Alain Juppé, pour franchir le Rubicon et rejoindre Emmanuel Macron. Donc moi j'y vois une envie de participer à la vie politique de son pays, de ne pas perdre de temps. Lui, loin des guéguerres politiques, serait du côté des gens, du concret. Ce jour-là à Matignon, la France et le Luxembourg signent des accords historiques. Aujourd'hui, c'est le jour J. On a préparé ça en amont et puis je crois que tout va bien se passer. Des semaines de tractations, en coulisses, pour aboutir à cette signature. Il y a un certain nombre de défis en commun sur lesquels au début il pouvait y avoir des différences d'approche. Il y a eu d'acter le fait d'augmenter le nombre de trains et de rotations entre la Lorraine et le Luxembourg parce que 100 000 Français vont travailler au Luxembourg et ça pose des gros problèmes de mobilité. Et la volonté des deux gouvernements, comme celle des élus locaux, c'est de trouver des solutions concrètes à cette situation, de faire en sorte que la circulation soit plus fluide. Depuis un peu plus de 10 mois que je travaille avec Jean-Baptiste, je ne peux que me réjouir de son enthousiasme, de sa force de travail. Ce n'est pas le plus spectaculaire des postes du gouvernement, parce que c'est un poste qui exige de bouger, d'expliquer ce qui se passe en France à nos interlocuteurs étrangers, d'être capable aussi de nourrir l'action du gouvernement avec les retours de l'extérieur. Ça exige beaucoup de disponibilité. La diplomatie, un travail de l'ombre et de longue haleine. Une tâche parfois ingrate, qui n'entame pas l'enthousiasme du jeune ministre. Je dois dire que je kiffe, c'est très intéressant. Il y a 20 ans, je m'étais dit que je voulais présenter les concours du Quai d'Orsay pour être diplomate. Tout ça pour dire qu'il y a toujours un fil dans la vie, que ce fil, il ne faut jamais le perdre, et que c'est ça qui fait que vous êtes en accord avec vous-même et donc bien dans vos baskets. Certains critiquent son chemin parfois tortueux. Jean-Baptiste Lemoyne continue de tracer sa route à sa façon. Walk it like I talk it, 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 you walk it like I talk it, 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 hey, walk it like I talk it, 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 hey, walk it like I talk it, walk it like I talk it. Bonjour, comment allez-vous? Merci de vous accueillir ici au Sénat. Vous êtes sénateur La République En Marche de Côte d'Or, président du groupe LREM ici au Sénat et, on le dit, proche d'Emmanuel Macron. Vous l'acceptez? J'accepte, même si parfois on considère que je suis un intime, je suis proche d'Emmanuel Macron. Depuis 3 ans, je travaille à ses côtés. J'ai participé à toute l'épopée macronienne, mais je ne suis pas, j'allais dire, un intime d'Emmanuel Macron, mais je suis très proche de lui et j'ai la chance de le rencontrer souvent. Un an après, quel bilan vous tirez de ce mandat? Écoutez, j'ai vu quelques mandats défiler au cours de ma vie politique. Je vois là la vision d'un chef d'État qui a acquis en depuis un an, une reconnaissance et une autorité internationale, une autorité et une reconnaissance européenne, et qui, sur le plan français, fait ce qu'il a dit. On fait comme on a dit. On engage les réformes, et non seulement on engage les réformes, mais en plus, on assume les dossiers qui n'avaient pas été traités par le passé. Je vous renvoie à Notre-Dame-des-Landes, je vous renvoie au problème des hôpitaux, je vous envoie au problème des universités, au problème de l'apprentissage et de la formation. Tous ces dossiers qui étaient restés en suspens, parce qu'on n'osait pas faire, de peur de déplaire, de peur de déranger, de peur d'avoir des manifestations. Et ce gouvernement s'engage pleinement. Droit dans ses bottes? Dans les réformes, pas vraiment déterminé. Le mot droit dans ses bottes, c'est un mot qui a été mal utilisé par le passé et qui a une connotation défaitiste par ailleurs. Un mot utilisé par Alain Juppé lorsqu'il était Premier ministre, confronté à des mouvements sociaux parce qu'il réalisait des réformes similaires à celles qu'est en train de faire Emmanuel Macron finalement. D'abord, Emmanuel Macron a dit lui-même à l'automne dernier, c'est dur de réformer la France. C'est dur de réformer, mais ce qui
m'a conduit, moi, à suivre Emmanuel Macron, c'est à la fois l'analyse et la vision qu'il a des problèmes auxquels confronter notre pays. Et ce qui aujourd'hui anime la force de la majorité, c'est la conviction et l'absence de doute. Nous ne doutons pas que la voie que nous avons prise est bonne et il ne faut surtout pas douter, il faut avancer. Est-ce que ça n'est pas justement un reproche qu'on peut faire à Emmanuel Macron, celui de ne pas douter, de ne jamais douter? Il s'est même affublé lui-même du surnom de Jupiter et certains, comme ici au Sénat, Gérard Larcher, lui reprochent de ne pas laisser assez de place au Parlement, de ne pas laisser assez de place à la discussion, à la concertation. C'est un reproche qui est assez fréquent. Le Parlement est parfaitement respecté. Il y a une majorité pro-Macron à l'Assemblée nationale. Il y a une majorité anti-Macron ici, composite. Et je crois que Emmanuel Macron a su convaincre les Français que si nous ne réparions pas le pays maintenant, après il serait sans doute trop tard et personne ne pourrait le faire. Et il a tiré de ses deux prédécesseurs en particulier, il a tiré les conséquences pour la marche qu'il avait à suivre. Et dans le même temps, il avait à la fois annoncé des réformes. Les Français l'ont entendu. Votre point de vue m'intéresse parce que vous êtes un ancien socialiste, un homme de gauche, et vous parlez des déçus d'Emmanuel Macron. Il y a peut-être là toute une partie de l'électorat d'Emmanuel Macron qui venait de la gauche et qui voit les premières réformes du quinquennat, des réformes classées plutôt à droite. Alors, quelle est votre vision, vous, l'homme de gauche? Écoutez, on va prendre tout simplement les faits. Si on veut redistribuer, il faut d'abord produire. Et si on veut pouvoir redonner du pouvoir d'achat, redonner demain du gain aux salariés, il faut que l'économie aille mieux. Donc il n'est pas anormal que les premières mesures pour redonner de la croissance à ce pays, qui en a plus aujourd'hui, elle est plus qu'espérée, c'est dû bien entendu à la conjoncture européenne et mondiale. C'est dû aussi à la confiance qu'a redonné le chef de l'État et le gouvernement, que l'on redonnait dans les entreprises aujourd'hui. Est-ce que ça n'est pas quand même aussi le fruit du travail du gouvernement précédent et de François Hollande, qui vient d'ailleurs de l'écrire dans un livre et qui ne veut pas, lui, qu'on oublie que les réformes qu'il a faites, elles portent leurs fruits, c'est normal, un tout petit peu plus tard. La seule chose positive qu'a fait François Hollande, c'est d'avoir choisi Emmanuel Macron comme ministre de l'économie. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Mais attendez, moi j'ai soutenu Hollande. D'ailleurs, je n'ai jamais été frondeur, j'ai soutenu le gouvernement. Je soutenais surtout les avancées que poussait Emmanuel Macron. Vous ne m'avez jamais entendu critiquer le bilan de François Hollande. Je dis qu'il était frileux. Mais je reviens à notre sujet. Aujourd'hui, redonner de la souplesse au travail, faire que le travail paye mieux, ce n'est pas une réforme de droite. Faire que le travail paye mieux, c'est une réforme de gauche. Ensuite, quand je vois le dédoublement des classes, ça a été la rentrée scolaire de l'année 2017, a été la rentrée la plus à gauche qu'on ait vu depuis 12 ans. La suppression partielle de l'ISF, c'est quand même une vieille revendication de la droite. L'augmentation du minimum vieillesse de 100 €, c'est une mesure de gauche. La hausse du salaire pour les salariés aujourd'hui avec la baisse des cotisations sociales. L'augmentation de la CSG, c'est une mesure de droite. Je vous en donne 5 et vous m'en donnez une. Là, j'en ai déjà cité 2. 2, moi je pense qu'à 5 à 2, ce jugement manichéen, simpliste, que j'entends de la bouche de mes amis socialistes, parce que moi je suis resté, vous savez, j'ai toujours été social-démocrate. Je suis comme Emmanuel Macron, dans la file droite de ce qu'était Mendès France, Rocard, Strauss-Kahn. Après ce premier anniversaire, il y a la suite du quinquennat avec les réformes en cours, les réformes à venir. Et on voit dans toutes ces choses que vous citez qu'il y a encore beaucoup de travail et il reste encore 4 ans. Oui, très bien, mais il faut s'assumer qu'y compris au Sénat ici, la session parlementaire du mois du printemps jusqu'à la fin juillet est très intense, autour de réformes importantes. Il y a la SNCF, il y a la loi logement qui vient, il y a la réforme de l'immigration, il y a la formation professionnelle. Est-ce que ça n'est pas aussi un reproche quand même d'aller trop vite, de multiplier les réformes? Alors vous me direz, si vous n'aviez rien fait, on vous le reprocherait aussi. Mais du coup, il y a même des parlementaires de La République En Marche qui disent qu'ils sont épuisés. Est-ce que ça ne va pas trop vite? On travaille beaucoup, on est très pris, c'est vrai qu'on est très présent, mais si nous voulons que les réformes que nous votons aujourd'hui portent leurs fruits, ça ne va pas être en 2018-2019, ce sera 2020-2021. Il ne vous a pas échappé que c'est à la veille de la future présidentielle, n'est-ce pas? On les comprend. Mais si on ne les fait pas maintenant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'a pas un rythme un peu stakhanoviste pour réformer les lois, c'est pas maintenant, alors on n'aura jamais les résultats. Il faut que les grandes lois que nous votons aujourd'hui, elles aient toutes été votées avant le mois de juin l'année prochaine. Donc François Patriat, si je comprends bien, rendez-vous dans 4 ans pour voir si tout cela est bien arrivé. Merci de nous avoir fait partager votre vision de cette première année du quinquennat d'Emmanuel Macron et de nous avoir accueillis ici au Sénat. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup.
Il y a les soutiens bien sûr et puis il y a aussi les opposants. Comment jugent-ils cette première année du quinquennat Macron? Une de nos équipes a suivi 2 parlementaires, l'une de droite, l'autre de gauche. Annie Genevard, députée Les Républicains du Doubs et secrétaire générale du Parti Les Républicains, et Martial Bourquin, sénateur socialiste du Doubs. Ils nous livrent leur vision de cette première année de quinquennat. Alors, regardez. Ah, ça vous rappelle quelque chose? Ah, c'est super, oui. Le 19 juin dernier, Annie Genevard des Républicains est réélue députée. Ah oui, c'était un super moment. De la 5e circonscription du Doubs, celle de Pontarlier-Morteau. La droite, très implantée dans les zones rurales de Franche-Comté, résiste bien à la vague macroniste. D'ailleurs, la défense de la ruralité, c'est maintenant l'un des chevaux de bataille des Républicains. Ici, au Brézeux, l'école vient d'être sauvée de la fermeture grâce à la mobilisation des parents et des élus. Bonjour tout le monde. Ce qui était un peu original quand même dans la situation des Brézeux, c'est que c'était pas seulement des suppressions de classes, c'était une suppression d'école, c'est quand même pas la même chose. Hein. Et puis je pense que votre mobilisation, elle a été utile aussi. Bonjour. Bonjour les enfants. Donc on a déménagé la mairie en face et on a créé l'ouverture là pour permettre l'accès depuis la salle de classe à cette salle de motricité et puis salle de sieste. Pour accueillir les 3 ans et puis permettre de sauver notre école. On l'a presque admis comme une fatalité. La campagne se vide de ses commerces, de ses services, de ses écoles. On nous dit même maintenant, il y a trop de communes, trop d'élus. La mairie est le dernier service public dans les campagnes. Le socialiste Martial Bourquin est sénateur du Doubs depuis 2008. Il se rend ici dans un EHPAD pour parler des conditions de travail des personnels et de vie des résidents. Moi, je vous donne juste un exemple. L'après-midi, j'ai 3 aides-soignantes pour 89 résidents. Voilà. Et pour être à peu près dans les cordes, il faudrait combien au lieu de 3? Ah ben, il faudrait quasiment le double. Le double. Le parlementaire est bien conscient du manque de moyens pour les personnes âgées. Il manque de personnel, il y a besoin de personnel qualifié. Et lorsqu'on est avec Madame Beauvais, elle attire notre attention sur le fait qu'il faut une politique nationale. Annie Genevard se préoccupe de la désertification des centres-villes, même si son secteur, le Haut-Doubs frontalier et au fort pouvoir d'achat, souffre moins qu'ailleurs. Elle a proposé à Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, que les commerçants soient consultés pour tout projet dans une zone commerciale de leur ville. On est tous en chute quand même de chiffres, plus ou moins importants, mais on est quand même tous en chute. Non, oui, et puis on ne baisse pas les bras parce qu'on y croit. On y croit à notre centre-ville. On a des belles boutiques, on a des bons produits. Voilà, dans toutes les boutiques, il y a des accueils chaleureux. Je me dis, voilà, on a un potentiel. J'ai croisé Bruno Le Maire la semaine dernière dans les couloirs de l'Assemblée et je lui ai parlé de ça et il m'a dit c'est une bonne idée. Donc on va voir s'il s'en saisit, de façon à ce que vous, les commerçants, vous puissiez être consultés chaque fois qu'il y a un projet d'installation dans les zones. C'est avec Sylvie Dabert, présidente des commerçants de Pontarlier, qu'Annie Genevard a été reçue au ministère de l'économie. Les zones commerciales sont exponentielles, le centre-ville non, le porte-monnaie des clients non plus. Donc aujourd'hui, on se trouve face à un problème qu'on n'arrive pas à résoudre. Bruno Le Maire, ministre d'Emmanuel Macron, est un ancien cadre des Républicains. Alors, sans rancune? Je pense qu'il ne faut pas être dogmatique quand on est sur des questions qui ne sont pas strictement politiciennes. Après, la politique, elle a ses droits. C'est normal. Une bonne démocratie, c'est une démocratie qui fait fonctionner le débat politique. Mais il y a aussi, et heureusement, des domaines où on peut travailler ensemble, parce que sinon, ce serait à désespérer. Vous êtes presque devenu macroniste. Pas du tout. Alors, moins que jamais. Je vous rassure, je ne le suis pas du tout, parce que... voilà, moi j'aime les choix clairs. Elle n'était pas macroniste, elle ne l'est pas devenue. Martial Bourquin non plus. Chargé d'une mission sur Alstom et les filières industrielles, il rencontre les salariés de Peugeot-Japy. Leur site a été longtemps menacé. On est en plein dans les ordonnances Macron. C'est-à-dire, à un moment donné, ils nous disent pour être concurrentiel, il faut baisser le coût du travail et arriver à ce qu'on ait une industrie beaucoup plus
performante. C'est toujours plus pour les salariés, on leur demande toujours plus. Par contre, on leur donne toujours moins. Et on leur dit soyez contents parce que vous aurez votre emploi, là, vous garderez votre emploi. C'est toujours la même chose, le chantage à l'emploi. Voilà. Allez, ciao. Au revoir. Selon vous, Macron est davantage financier qu'industriel comme culture? Indubitablement, oui. Il y a... Alors, bien sûr, on doit toujours regarder l'aspect financier des choses. Mais l'industrie, c'est du court, moyen, long terme. Et aujourd'hui, on est dans le court terme. Et surtout, l'industrie, c'est un projet, c'est une ambition, c'est une vision. Je la cherche vainement, cette vision, je ne la trouve pas. Chez Emmanuel Macron? Chez Emmanuel Macron, je la cherche, je ne la trouve pas. L'une à droite, l'autre à gauche, et pourtant ces deux parlementaires portent le même regard sur Emmanuel Macron et sa pratique du pouvoir. Je pense qu'il y a chez cet homme quelque chose d'assez très autoritaire. Et moi, je suis effarée, je vous le dis, je suis effarée de voir le sort qui est fait aux parlementaires. Je pense qu'Emmanuel Macron a un problème avec le Parlement. Il n'aime pas la discussion. Ils veulent diriger la France comme on dirige une entreprise. Le monde de l'entreprise, c'est le monde de l'économie, qui suppose de la rapidité, des prises de décision selon des modalités particulières. Mais le monde politique est un autre monde. Faire une loi, ça demande de la réflexion, de la discussion, du débat. C'est normal, donc du temps. Et le contrôle de l'exécutif, c'est le Parlement, qui doit avoir des pouvoirs, qui doit avoir le temps de légiférer. On va réduire le temps de débat sur la semaine. On va réduire la session parlementaire. On va plus faire de séances de nuit. On va réduire le nombre de parlementaires. On va introduire de la proportionnelle. On va légiférer par ordonnance. Quand vous mettez ça bout à bout, vous composez un paysage, et cerise sur le gâteau, les partis ne servent plus à rien, vous composez un paysage qui interroge sur le plan de la conception que le président de la République se fait de la démocratie. Il y a eu des illusions sur cette personne. Des illusions ou des illusions? Des illusions non attachées. C'est-à-dire, à un moment donné, des personnes se sont dit, pourquoi pas? Il est jeune, il a envie, on va voir. Un an après, le constat est amer. Loin d'ici, loin de Paris, il y a une France qui a peur du déclassement. Cette France, c'est celle des champs, bien sûr, mais aussi celle des petites villes qui considèrent souvent qu'elles sont oubliées par le gouvernement. Un an après l'arrivée du nouveau président de la République, on s'est rendu en Haute-Saône, entre Lure et Luxeuil-les-Bains, deux villes de moins de 10 000 habitants, où on refuse de se laisser gagner par le blues de la France, dite périphérique. Là, aux portes de la ville, c'est un peu la rivière des sans-soucis. L'image même d'une France paisible et presque chanceuse. Enfin, c'est ce que croient ceux qui n'y vivent pas. Car non loin de ce cours d'eau, il y a d'autres lieux encore plus paisibles et qui, visiblement, ont un problème avec le XXIe siècle. Pour découvrir la France des petites villes en 2018, il vaut mieux avoir le permis et garder un œil sur le compteur. À Lure, la cité du sapeur Camembert, comme à Luxeuil-les-Bains, réputé pour ses termes, nous sommes allés à la rencontre de ceux qui se retroussent les manches pour que leur deville retrouve des couleurs. C'est le cas de Stéphane, le boulanger. Les commerces désertent les centres-villes, et bien lui, il a décidé de s'y installer. Tout le monde a voulu me dissuader même. Je pense qu'à part moi et mon banquier, à mon avis, personne n'y croyait à cette histoire. Mais bon, c'était le principal. Il y a quand même des choses qui bougent. C'est vrai que Luxeuil, de toute façon, était tombé très bas. Il suffit de se promener dans la rue principale pour voir les vitrines à vendre. Non, ça... Oui, il n'y a pas de raison. Ça a l'air de vouloir dynamiser un petit peu. Il y a des gens qui ont l'air d'avoir envie que ça bouge, quoi. Donc on verra. S'intéresser à Lure et à Luxeuil n'est pas vraiment un hasard. Ces deux petites agglomérations de Haute-Saône, presque voisines, font régulièrement l'actualité en raison des difficultés qu'elles rencontrent et des services publics qu'elles voient partir.
depuis le temps qu'on ramasse des coups derrière les oreilles, on se dit à quoi bon, mais c'est toujours bon. C'est toujours bon de montrer les dents, puis de montrer qu'on n'est pas une réserve d'Indiens ici, quoi. Faut arrêter. Pour ces militants syndicaux, la situation pourrait même empirer avec l'actuel gouvernement. Là, on va à Saint-Sauveur. Oui, donc le petit village qui est juste à côté, là au bout de la ligne droite, qui colle à Luxeuil, où il y avait un bureau de poste entre guillemets de plein exercice, où il y avait des gens qui travaillaient, où il y avait une zone d'instance. Des postiers qui ne se lassent jamais de vous montrer les conséquences de ce management de la fermeture. Faut pas oublier que le citoyen, il est contribuable, il est les deux. En retour, s'il participe à la collecte fiscale, c'est qu'en retour, il est censé avoir, je sais pas, une école pas trop loin, un service de santé pas trop loin, une gendarmerie présente pas trop loin, puis au moins, son bureau de poste pas trop loin. Mais certains ont décidé de ne pas se laisser faire. Michel Antony est à la tête d'un comité de vigilance pour le maintien des services publics. À Lure, par exemple, l'État a décidé de fermer la prison jugée trop vétuste. La population s'est alors mobilisée et le gouvernement a promis la construction d'une nouvelle maison d'arrêt. Service public. La maison d'arrêt, c'est un service public aussi, quoi. C'est pas celui qu'on préférait conserver. On préférait des trains en permanence, on préférait des écoles plus nombreuses, on préférait des urgences bien mûres. Mais bon, une maison d'arrêt, ça fait aussi partie de notre quotidien. C'est du boulot, c'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui font un temps de peine, qui ont droit aussi à être proches de leurs amis, de leurs parents, de leurs copains. Pour cet historien, spécialiste des utopies et de l'autogestion, ceux qui ne donnent pas de la voix ne sauveront rien de leur territoire. Pour lui, c'est même aujourd'hui un choix de société. Même les élus les plus favorables à la reconversion du territoire, à la concentration, à la métropolisation, ils se rendent compte que leur territoire disparaît, que leur petite cité disparaît. Et quand on ferme les petites localités ici, qu'est-ce qui se passe? Les gens vont sur les grandes qui sont saturées. On ferme une urgence ici, on a des urgences saturées à Besançon puis à Dijon. Donc c'est imbécile. C'est des positions qui sont en dehors de tout bon sens. Les élus de terrain, justement, qui doivent souvent faire plus avec moins, sont-ils toujours gagnés par la déprime ou au contraire voient-ils enfin l'avenir s'éclaircir? À Luxeuil, on préfère s'appuyer sur le dynamisme retrouvé de cette petite zone industrielle pour combattre une idée reçue, celle du sauve-qui-peut. On a typiquement une entreprise là, Ménel, qui est là depuis le début, qui a cru au territoire et qui est en train maintenant de construire ce bâtiment juste à côté. Si ça ne va pas très fort du côté des emplois publics, ça n'empêche pas la reprise des investissements privés. On commence à avoir les avantages de nos inconvénients. C'est-à-dire qu'on a des bâtiments disponibles, on a une offre immobilière accessible. Et aujourd'hui, on pourrait imaginer une politique audacieuse au niveau de l'État consistant à réinvestir sur le monde rural, parce qu'il n'y a pas le problème de stationnement comme il y a dans les grands pôles urbains, il n'y a pas le problème du prix de l'immobilier, il n'y a pas tout ça. Vous êtes plutôt optimiste alors? Mais je suis très optimiste. Dans cette région située au pied des Vosges, il y a enfin une activité économique qui demeure un bon baromètre du business local. La scierie Jaunet existe depuis des décennies. Ce n'est pas la fermeture d'un bureau de poste qui peut faire trébucher le scieur, non. Ce sont plutôt les règles du marché. On a une des premières forêts d'Europe, mais notre balance commerciale sur les produits forestiers, elle est négative. On exporte plus de produits et puis on va réimporter du meuble. La Belgique, l'Italie nous exportent du meuble. Ça, on pourrait savoir faire en France. Et il y a encore des fabricants qui savent faire parce qu'ils se sont modernisés. Un patron qui ne s'inquiète pas trop pour l'avenir, car ici, plus qu'ailleurs, on peut compter sur des salariés attachés à leur territoire. Vous avez le père qui travaille ici, qui fait rentrer son fils, son neveu. Enfin, j'ai vraiment un tissu de gens très sérieux. Et je suis entouré de tout de nombreuses entreprises sous-traitantes qui me permettent de me dépanner en mécanique, en électricité. Et ce sont des gens très compétents. Donc moi je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas continuer à se développer ici. Dans cette France de l'Est, à l'écart des métropoles régionales, on hésite encore à miser sur des matins ensoleillés.
1 an après l'arrivée d'Emmanuel Macron, certains évoquent une atmosphère positive, mais d'autres des combats à venir, contre la vitesse à 80 km/h par exemple. Une mesure qui symbolise elle aussi la fracture territoriale. Bonjour Martial Foucault. Bonjour. Merci de nous accueillir ici au CEVIPOF, le Centre d'études de la vie politique, qui dépend de Sciences Po, Sciences Po Paris. Alors vous êtes, je sais, un peu bourguignon quand même dans l'âme, mais parisien par la force des choses. On s'interroge sur cette première année d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. Il avait promis, comme tous les hommes politiques, tout un tas de choses, mais sa première promesse, j'ai envie de dire, c'est de bousculer, de changer, de transformer la vie politique française. Est-ce que le pari est réussi ? Effectivement, c'était une promesse qu'il a égrenée pendant de longs mois durant cette campagne présidentielle. 1 an après, je dirais que le constat est peut-être mitigé parce qu'à la fois Emmanuel Macron a, d'une certaine manière, un petit peu contribué à transformer le paysage politique. On a beaucoup de mal aujourd'hui à savoir qui incarne l'opposition. On est effectivement proche de l'Assemblée nationale et il y a une grande difficulté à savoir quelle est son opposition principale, la France Insoumise, les Républicains, le Parti Socialiste et même le Front National, avec un nombre de députés très très faible. Donc d'une certaine manière, il a bien transformé l'espace politique, mais on ne sait pas vers quelle forme aujourd'hui cet espace politique se reconfigure. Et donc cela a quand même des conséquences importantes dans le jeu démocratique français, qui a toujours été habitué depuis plus de 50 ans à avoir une opposition droite contre gauche, à la fois opposition partisane, mais aussi opposition de projets politiques. Alors Emmanuel Macron a eu finalement d'une certaine manière cette audace et l'opportunité de dire que c'est précisément cette opposition droite-gauche qui aujourd'hui a contribué un peu à scléroser le pays, à le bloquer. Et donc il a proposé pendant plusieurs semaines un agenda de réforme. Et 1 an après, on est en mesure d'apprécier à la fois le type de réformes qui ont été engagées et le constat que l'on peut faire, c'est que globalement, ce qu'avait annoncé Emmanuel Macron, il y a répondu sur des dimensions économiques, et c'est là la priorité de son agenda législatif pendant 1 an, et sur les autres dimensions qui lui avaient permis à la fois d'attirer des électeurs de gauche, des électeurs de droite modérés. On attend toujours un petit peu. Mais c'est la dimension triculturelle, ce libéral culturel, capable de dire aux Français j'ai compris les sources de blocage de la société et donc je vais libérer sur le terrain des sujets moraux, la question du logement. En fait, tout ce qui fait aussi une dimension redistributive auquel sont attachés les Français. Et là, pour le moment, il y a un peu une panne du moteur, du réformateur qu'incarne Emmanuel Macron. Donc tout a été mis sur la dimension économique. Il a modifié considérablement la vie politique, parfois en piquant un petit peu des choses à la droite et des choses à la gauche, en les phagocytant presque. On le voit bien, l'état des Républicains aujourd'hui ou l'état du Parti Socialiste, mais tout cela, il l'a fait presque avant le 7 mai dernier. Depuis, finalement, les choses sont assez calmes, assez posées, notamment grâce à sa majorité pléthorique. Alors oui, il a créé une disruption dans le système politique. Et une disruption, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a tout simplement transformé le jeu des clivages politiques. Et si aujourd'hui, vous avez raison de dire qu'on ne voit pas bien encore comment tout cela se remet en place, mais c'est qu'on est encore au cœur du tremblement. Et il n'est pas totalement surprenant d'observer que ni la droite classique, ni la gauche classique n'ont pas réussi à trouver finalement les points d'accroche pour essayer d'affaiblir Emmanuel Macron, affaiblir le président, mais aussi affaiblir son gouvernement. Parce que ce qui a surpris les Français depuis le 7 mai, c'est la capacité, avec quelle vitesse Emmanuel Macron a incarné la fonction présidentielle. Et ça, je dirais que beaucoup d'observateurs n'avaient pas anticipé cette faculté qu'il a eue à incarner l'étoffe d'un président. Il a endossé presque trop vite, en tous les cas très vite, ce costume de président de la Ve République, de président finalement qui dirige. Moi je pense que c'est une vraie revanche de la Ve République. C'est-à-dire quand la Ve République est née, Général de Gaulle avait quand même des craintes très très fortes vis-à-vis des partis politiques. Or là on voit Emmanuel Macron sans parti politique, quasiment, alors on parlera de mouvement, c'est des éléments de rhétorique je pense, sans parti politique, accéder aux plus hautes fonctions
de cette Ve République. Donc c'est une véritable revanche des institutions pour installer un président en dehors des partis. C'est la revanche de l'institution ou c'est l'effet quinquennat aussi ? Je crois que c'est avant tout la grande capacité d'Emmanuel Macron à s'encastrer dans le cadre institutionnel. On voit qu'on est quand même encore dans une logique très verticale. Oui. Il y a un agenda défini par le président qui passe en Conseil des ministres et les députés ont très peu de pouvoir de modification. On va le dire, ça a toujours été comme ça sous la Ve, oui, mais là ça se voit plus. Ça devait changer. Ça faisait Or, partie des promesses. La réalité du jeu parlementaire montre que les institutions, elles sont faites. On ne bouscule pas les institutions aussi facilement. Pour aller un tout petit peu plus loin, et peut-être pour conclure, Martial Foucault, Emmanuel Macron a changé une certaine forme de vie politique. Ce jeune président, avec son mouvement La République En Marche, ses députés très nombreux à l'Assemblée aujourd'hui, il va durer dans la vie politique française ou est-ce qu'on est dans une séquence qui n'aura peut-être pas un avenir très long ? Est-ce qu'on peut le savoir ? Si on doit se projeter sur les 4 prochaines années, je prends cette période en me disant 4 ans avant l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, qui connaissait Emmanuel Macron, qui avait imaginé qu'il deviendrait président. Donc je dirais que 4 ans dans l'univers, dans les représentations d'Emmanuel Macron, c'est un temps indéfini. Donc c'est très long. Aujourd'hui, je crois que la durée, la longévité d'Emmanuel Macron comme président et la capacité de son mouvement politique à s'imposer en France va principalement dépendre, comme chaque président de la Ve République, comment peut-il contourner et anticiper l'usure du pouvoir. Je crois que ça finalement c'est le fléau auquel tous les présidents sont exposés. Et puis deuxièmement, est-ce qu'il va aller encore plus loin dans cette disruption du système politique ? Va-t-il continuer pour les prochaines élections européennes à essayer de débaucher des responsables politiques à droite, à gauche ? Quel type d'alliance peut-il nouer lors des élections locales, les élections municipales ? On sait qu'aujourd'hui son mouvement manque d'ancrage est sur le territoire. Très peu représenté, il n'y a pas ce maillage territorial. On sait que ça prend beaucoup de temps pour installer un parti politique à l'échelon local. Donc, est-ce qu'il se projette dans une ambition, non pas personnelle, mais une ambition politique à tous les niveaux de gouvernement en France, auquel cas, donnons-nous rendez-vous dans 10 ans et on fera le bilan. Aujourd'hui, c'est beaucoup trop tôt. Ou bien, est-ce qu'Emmanuel Macron n'aura pas réussi à mettre en difficulté, comme il le fait aujourd'hui, à la fois les Républicains et le Parti Socialiste, et même d'une certaine manière la France Insoumise, pour lui assurer un boulevard sans opposition. Mais est-ce que, au fond, on peut s'interroger, est-ce que le bon fonctionnement d'une démocratie, c'est précisément de ne pas avoir d'opposition ? Je crois que tous les exemples de pays qui ont vu l'opposition cadenassée, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, par la modification des règles du jeu institutionnel, sont des pays qui ont connu des épisodes extrêmement douloureux pour les peuples. Donc, je pense que Emmanuel Macron joue sur un terrain extrêmement compliqué qui est faire vivre une démocratie en changeant à la marge les règles du jeu, mais en essayant de ne pas être sans opposition. Parce que pas d'opposition veut dire une démocratie extrêmement affaiblie. Et puis on le sait très bien, l'opposition ensuite arrive à l'intérieur même de la majorité, n'est-ce pas ? Et ça peut arriver, et c'est déjà arrivé. Donc j'ai bien compris le message, rendez-vous dans 10 ans. Martial Foucault, merci de vos explications. Merci à vous. Et à très bientôt. À très bientôt. Simple, basique, basique, simple, simple, basique, basique, simple, simple, basique, basique, simple, simple. Vous n'avez pas les bases. Dans la nouvelle Assemblée élue l'année dernière, 424 députés le devenaient pour la première fois. Un renouvellement inédit dans l'histoire de la Ve République. Un phénomène en partie dû au succès du mouvement créé par Emmanuel Macron, La République En Marche. Parmi ces nouveaux députés, celui de la première circonscription de Saône-et-Loire, Benjamin Dirks. Cet entrepreneur de 38 ans emportait sa première élection politique le 18 juin dernier. Comme beaucoup des membres de son parti, il souhaitait changer les pratiques de la vie politique. Alors, 11 mois plus tard, qu'en est-il ? Nous l'avons suivi. En juin dernier, il poussait les portes du prestigieux Palais Bourbon pour la première fois. 1 an plus tard, il tente de garder la tête froide. En fait, j'ai pris ça depuis le premier jour comme un lieu de travail. Et donc, je me suis tout de suite projeté dans un lieu de travail et ne pas sentir ce poids. Je ressens effectivement la responsabilité, mais le poids de l'histoire, je l'ai occulté quelque part, si vous voulez.
À 39 ans, Benjamin Dirks fait partie de cette nouvelle génération qui souhaite transformer la politique vers des pratiques plus pragmatiques et moins idéologiques. Un entrepreneur devenu élu de la nation. Vous êtes venu vraiment spécialement pour l'entreprise, pour cet emploi? J'ai fait d'abord 6 mois à Shanghai. Et c'est vrai qu'on a Un eu lundi en entretien, circonscription. par téléphone. En visite dans cette entreprise mâconnaise, le député est comme un poisson dans l'eau. C'est quelque chose qu'on aime bien, qui est la cérémonie de fin de sprint, où en fait tous les développeurs... Sprint leading, pic de charge ou encore développement agile, un jargon familier pour lui. L'été dernier, il a fermé son entreprise de formation pour se consacrer entièrement à son mandat de député. Son passé de dirigeant est ici un atout certain. Forcément que ça m'aide et qu'il y a des choses que je ressens, que j'ai déjà vécues. Une personne de terrain qui a un regard neuf, ça peut faire avancer beaucoup plus vite les choses qu'une personne qui est peut-être dans un sérail depuis très longtemps. Vous pouvez maintenant allumer votre appareil et sélectionner l'application. Direction ensuite sa permanence parlementaire pour ce qu'il appelle les états généraux de la vigne et du vin. Son idée, réunir chaque semaine les professionnels du secteur viticole autour d'une thématique. L'atelier du jour est consacré aux formations avec le directeur du lycée de Davaillé. Son mot à dire. Après, on a un panel de formations qui sont des formations courtes, type taille de la vigne. L'objectif, c'est d'avoir, je pense, 70-80% des choses qui pourront se faire au niveau local, juste le fait d'avoir tout le monde réuni, ce qui ne se fait pas habituellement. Et puis, si on doit réussir à aller jusqu'à légiférer sur certaines choses, aujourd'hui on est au moment des états généraux de l'alimentation et de la présentation de la loi qui va arriver, et pourquoi pas pouvoir amender la loi sur certains points. Pour nous, ce qui est nouveau, c'est l'approche du terrain, d'être plus ou moins représenté et de pouvoir discuter les choses franchement. Vous aviez l'impression qu'avant c'était moins le cas? Je pense qu'on était un peu plus éloigné du terrain. Avant La République En Marche, Benjamin Dirks n'avait jamais adhéré à aucun parti politique. Aux législatives de 2017, il est désigné pour représenter le mouvement. Il part à la conquête du siège détenu alors par Thomas Thévenoud. Et au second tour, il s'impose face au très expérimenté maire de Mâcon, poussé par la vague Macron et sa promesse de renouveau. Je pense que la politique n'est pas un métier. On s'engage, c'est pas évident de s'engager quand on vient de la société civile. C'est au-delà des efforts, c'est qu'on sait très bien que les problématiques que ça peut engendrer pour un chef d'entreprise, on peut l'imaginer quand il reviendra après dans le monde privé. Aujourd'hui, sa vie se partage entre le travail en circonscription et celui à l'Assemblée. Le train du lundi soir pour Paris est déjà presque une routine. Malgré son manque d'expérience dans la fonction, l'homme pense avoir trouvé ses marques. C'est dur de se juger, je ne sais pas si c'est à moi de le faire. Moi, ce que je sais, c'est que je donne mon maximum tous les jours, que je compte pas du tout mon temps et que j'ai toujours, je dirais, quelque part la foi. En fait, je crois vraiment en ce qu'on fait, je crois en notre projet. Aujourd'hui, au niveau national, on voit quand même que la France se redresse, les chiffres de la croissance, de l'emploi, la baisse de la dette, des choses très importantes. Puis du concret aussi qu'on a pu avoir sur le territoire. Une cité judiciaire, ça faisait 10 ans qu'on attendait ça à Mâcon, on a pu l'avoir. Mon travail était là pour beaucoup, une gendarmerie qui va être construite. Enfin, il y a plein de projets comme ça. Bonjour, bienvenue dans mon bureau parisien. J'ai eu de la chance d'avoir 2 bureaux séparés, ce qui n'est pas le cas de tous les députés sur Paris. C'est ici que le parlementaire prépare le travail législatif, ses interventions dans l'hémicycle ou en commission. Par rapport aux communes nouvelles, je pense qu'il faudrait ajouter qu'aujourd'hui, en fait, c'est au-delà en fait, des futures élections, c'est aussi les communes qui hésitent aujourd'hui à basculer sur les communes nouvelles parce que peur de la représentativité de leur commune d'aujourd'hui pour demain. Il s'agit d'un outil très important pour les collectivités locales. Un travail mis en lumière lorsqu'il aboutit à une question orale au gouvernement. Cette situation est particulièrement intolérable, s'agissant de plateformes telles qu'Airbnb qui payent un impôt ridiculement bas en France, alors que notre pays est son 2e marché mondial. Dans un contexte de défiance vis-à-vis des politiques, des sites internet tentent d'évaluer leur travail.
sur des critères quantitatifs comme le taux de présence, le nombre de rédactions de rapports ou d'amendements. Le plus connu d'entre eux, c'est le classement du magazine Capital, un classement peu flatteur pour les députés La République En Marche, souvent en queue de classement. Benjamin Dirks est classé 513e. En fait, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens puisque on classe par rapport à quoi? Quand les critères sont pas les bons, vous les classez quoi? Le travail, quand on est aux affaires étrangères, je vous le dis depuis tout à l'heure, les lois ne passent pas par les affaires étrangères. Bon, on peut amender à certains endroits, mais les lois ne passent pas par nous. Donc forcément, on n'a pas le temps de passage dans l'hémicycle qui permet à certains d'avoir des points. Alors il faut savoir quand même le petit jeu qui se fait, et notamment avec les anciens députés, qui vont faire une petite interjection pendant les questions au gouvernement ou pendant un débat sur une loi, juste pour bien montrer qu'ils sont dans l'hémicycle. Et à ce moment-là, ils auront un point. C'est très bien. Si c'est ça le travail d'un député, moi, c'est pas le mien. Rester discret et miser sur la qualité de son travail pour exister, c'est le pari de ce jeune député. Mais cela suffit-il? Dans les rues de Mâcon, nous avons présenté son portrait parmi ceux d'autres personnalités politiques locales. Benjamin Dirks, député République En Marche de Mâcon. Il était un joueur de foot, mais c'est pas fait. Je ne connais pas. Non. Non, je ne connais pas. Non, je ne connais pas. C'est Benjamin Dirks, c'est votre député. Super. Non, c'est vrai? Oui. Eh ben, député La République. Difficile de marquer clairement un territoire en seulement une année, après des décennies d'alternance entre la gauche et la droite traditionnelle. Pour Benjamin Dirks et les autres nouveaux députés du parti d'Emmanuel Macron, il reste 4 ans pour y parvenir. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro d'Enquête de Région. Et d'ici là, prenez soin de vous.